était 20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette principale édition. Les titres, c'est tout de suite. Crise financière à la Poste. Les clients, notamment les épargnants chez Poste Finance, paient un lourd tribut. Il leur est impossible d'accéder à leurs fonds depuis bientôt 3 ans, une situation qu'ils vivent difficilement. Ils en parlent dans ce journal. Spoliation foncière à Malika. Les 3500 familles de la cité Abdoulaye Thiaoulaye reviennent à la charge. Elles accusent le gouvernement et notamment le ministre de l'Urbanisme de vouloir octroyer leurs terres à l'équipe nationale. Libas Diouf est membre du collectif. Il s'explique au cours de cette édition. Ce 3 décembre est célébrée la Journée internationale des personnes handicapées à Ziguinchor. La direction régionale de l'action sociale propose des programmes de renforcement aux enseignants dans le but de mieux prendre en charge les personnes à mobilité réduite. Et puis, coup de projecteur également sur Pharmafal, agent à la Sonaged. Elle vit avec un handicap depuis l'enfance et nous raconte son parcours et son quotidien. Enfin, nous parlerons dans ce journal des émigrations irrégulières avec le psychologue clinicien Serigne Mambaye qui alerte sur la nécessité de prendre en charge sur le plan mental des candidats aux voyages irréguliers, mais aussi leurs familles. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous, un journal que nous ouvrons donc tout de suite avec les épargnants de Poste Finance, des clients qui depuis 3 ans maintenant ne peuvent plus accéder à leurs fonds logés au sein de cette institution. Face à la presse, ils ont étalé leur désarroi. Al-Sandour est membre du collectif des épargnants de Poste Finance. Nous l'écoutons au micro d'Amadouba. Parce que imaginez, depuis au lendemain des élections de 2019 jusque-là, on a du mal à percevoir la somme voulue au niveau de la Poste. En tant que client, je dis bien. Et c'est aberrant. C'est aberrant. Parce qu'on a assez patienté, plus de 3 ans. C'est aberrant. Nous sommes tétanisés. Nous sommes sidérés de la situation. Parce que ici, les clients sont là, je parle sous le contrôle. Il y a des clients qui ont eu des problèmes dans leur couple, d'autres sont en instant de divorce. Nous, nos projets se sont sombrés à cause de Poste. D'autres ont vendu leur patrimoine pour pouvoir se soigner alors que leurs agents sont dans les caisses de Poste. Pensez-vous que c'est normal? Et sommes-nous vraiment dans un état de droit? Alors on en a marre de la situation. Raison pour laquelle on fait appel solennel au chef de l'État. C'est hier, je dis bien c'est hier, que nous avons été encore reçus par le directeur des finances, M. Abdoulaye. Parce que oui, sous-entend, il était au courant comme quoi qu'on devrait faire aujourd'hui une conférence de presse. Oui, c'est ça la réalité. Alors, des promesses ont été tenues. D'ailleurs, une rencontre est encore prévue ce mercredi encore avec lui. Mais en attendant, il y a des actions que nous avons déjà déclenchées, que nous avons déjà planifiées. Ça dépendra peut-être de l'issue de la rencontre. Mais ce qui est important, nous ne souhaiterons pas en arriver par là. Raison pour laquelle on lance un appel à sa faveur, au ministre des Finances, au directeur général de la Caisse de dépôt et de consignation, mais également, surtout, au président de la République. Le litige foncier de Malika, loin de connaître son épilogue, le collectif des habitants de la cité Abdoulaye Thiaoulaye est monté au créneau pour se faire entendre à nouveau. Les responsables de ce collectif dénoncent le non-respect des consignes du chef de l'État par ses services et notamment par le ministre de l'Urbanisme qu'ils accusent de vouloir faire main basse sur leurs terres dans le but de les octroyer aux joueurs de l'équipe nationale. Libas Diagne est membre du collectif. Il s'en explique au micro d'Abdoulaye Patéane. Les collectifs, le maire de Malika et le président de la République, il était convenu de restituer des injustices liées à l'attribution de terres au niveau de la zone où nous occupons.
Maintenant, après cette audience, le président avait donné des instructions pour la régularisation des membres de ces collectifs. Le collectif avait aussi sollicité le président pour un déclassement et une prise en compte dans le PUD. Le président avait instruit 3 ministres. Maintenant, nous, notre grande surprise est de découvrir qu'en réalité, ces services techniques et quelques cadres de l'APR, je peux citer, il y a le ministre de l'urbanisme lui-même qui s'est servi dans la zone. Il en a profité pour prendre comme prétexte de servir les lions. Donc nous interpellons également les lions pour leur dire que la zone qu'on vous a donnée a été déjà occupée et attribuée par le président de la République sur une déclaration, mais aussi sur une instruction qu'il a donnée à ses services compétents. On lance un appel à tous les attributaires. Nous leur disons qu'ils vont passer sur des cadavres. Ils vont passer sur des cadavres. Parce que ces gens-là, que j'ai vus, ils sont très déterminés. Ils ne vont pas accepter que qui que ce soit vienne occuper leur place qu'ils ont déjà occupée. D'accord. Agents contractuels dans des établissements publics de santé, ils dénoncent une exclusion dans l'octroi des indemnités récemment accordées aux travailleurs de la fonction publique par le chef de l'État. Face à la presse, ils réclament ces agents le paiement de leurs indemnités et invitent surtout le chef de l'État a arbitré en leur faveur. Abouba est coordonnateur du collectif national des agents contractuels des établissements publics de santé. Nous l'écoutons. Nous réclamons nos droits. Nous voulons qu'on répare cette injustice. Donc, on ne va pas aller à l'encontre de l'État. C'est pourquoi on a préféré tenir un point de presse par rapport aux indemnités que le président a allouées aux agents contractuels des établissements publics de santé. Et suite à la sortie du ministre de la Santé à l'Assemblée nationale, qu'on a jugé vraiment très dramatique et incohérente. Incohérente dans la mesure où elle-même, elle nous dit, elle confirme les 8 milliards 140 320 que le président avait alloué aux gens contre les établissements de santé. C'était en mai 2022. Parce qu'elle-même, elle dit que c'est elle-même qui a fait le recensement des effectifs. En plus, elle a fait une simulation de 8 milliards 140 320 qu'elle a remis au ministre des Finances et du Budget d'alors, M. Abdoulaye Daouda Diallo. Et le ministre a décaissé l'argent pour payer ses agents contractuels. C'était destiné à eux. Maintenant, on a un plan d'action qu'on est en train de dérouler. Je remercie de passage nos collègues qui sont à Touba, qui sont allés voir le khalife général des Mourides, qui a formulé des prières et qui va remonter l'information. Ils ont de même à Kaolack pour voir la famille Niassène. Nous continuons cette procédure jusqu'à ce que essayer de sensibiliser nos autorités. Maintenant, si on fait tous les voies de recours et que les gens font la sourde oreille, nous attendons le président de la République, lui-même qui est en fin de mandat, lui-même qui a pris cette initiative d'allouer ses indemnités, de nous recevoir et nous régler nos problèmes. Ce 3 décembre est célébrée la journée internationale des personnes vivant avec un handicap. À Ziguinchor, on note de plus en plus une ruée de cette couche vulnérable vers des écoles de formation professionnelle. Mais problème, l'offre de formation au sein de ces écoles ne prend pas en compte leurs besoins spécifiques. Pour faciliter leur insertion, eh bien, la Direction régionale de l'action sociale propose des programmes de renforcement aux enseignants en service dans ces établissements de formation professionnelle. Lamine Mandian, reportage. C'est un constat, le système d'enseignement classique est peu adapté aux besoins spécifiques des personnes handicapées, de sorte qu'ils sont aujourd'hui très nombreux à s'orienter vers les écoles de formation professionnelle. À Ziguinchor, la sollicitation est de plus en plus croissante, explique Sanougom, il est le responsable de la cellule d'appui à l'insertion au centre de formation professionnelle de Ziguinchor. Moi, par exemple, j'ai eu à accompagner pas mal de gens qui ont quitté l'enseignement, en tout cas général, comme on a l'habitude de le dire, qui sont venus faire une formation et on a eu à les accompagner. Seulement, les écoles de formation professionnelle n'ont pas non plus développé des outils pédagogiques qui prennent en compte les préoccupations des personnes handicapées. Les responsables de ces écoles sont obligés de verser dans l'adaptation pédagogique. Oui, ça également c'est un problème parce que les référentiels, sinon l'approche de la formation
n'a pas pris en compte cette différence des personnes. Maintenant, c'est une cuisine interne, comme on peut le dire, au sein de notre structure, n'est-ce pas, pour bien prendre en charge. Il y a vraiment une sorte d'adaptation, n'est-ce pas, des contenus, des pratiques du métier. C'est pour combattre cet état de fait que la Direction régionale de l'action sociale a décidé de renforcer les capacités d'une trentaine d'enseignants en service dans les structures de formation professionnelle. Nous espérons que ces 32 professeurs qui viennent des centres de formation des 3 départements de Ziguinchor seront outillés pour accueillir dans un avenir proche ou bien renforcer déjà dans certains centres, il y a des élèves, des jeunes handicapés qui sont, mais ils seront encore outillés, renforcés pour continuer à leur dispenser les modules selon les besoins de leur handicap. Une démultiplication des modules de formation est prévue pour combler les manquements dans la prise en compte des besoins spécifiques des personnes handicapées. Et à Ziguinchor, nous restons pour parler cette fois-ci des parents d'élèves et des enseignants qui émettent des inquiétudes face à la décision de l'Office du bac de faire plancher les candidats de Ziguinchor à Dakar. Selon le secrétaire général du syndicat unique des travailleurs et enseignants pour la personne handicapée, plus de 400 km pour des déficients visuels, ça compromet leur chance de réussite et ça dénature aussi la vision de l'inclusion tant vantée par les autorités. Souleymane Gueye s'exprime au micro de Lamine Ba. Donc les enfants handicapés visuels, l'INEFJA de Thiès, faisaient le bac depuis 1982 à Dakar. En certain moment, pour mettre les enfants de Thiès dans de bonnes conditions, les autorités se sont dit de laisser les enfants se reposer à Thiès et faire là-bas le bac. Et les enfants faisaient 70 km pour aller à Dakar. Aujourd'hui, l'inclusion a fait son bonhomme de chemin et ici à Ziguinchor, nous avons 4 candidats qui devront faire le bac. Et le directeur de l'office du bac n'est pas dans les dispositions de les laisser faire le bac ici à Ziguinchor. Il veut que les enfants de Ziguinchor fassent 405 km pour aller à Thiès faire le bac. Là déjà, ça va vraiment limiter leurs chances, raison pour laquelle nous lançons un appel aux autorités pour que les enfants, autant que les enfants de Thiès sont laissés à Thiès, qui faisaient 70 km, mais autant aussi laisser les enfants de Ziguinchor ici faire le bac. Donc ça, c'est un problème parce que c'est une inquiétude au niveau des enfants et au niveau de nous qui sommes responsables ici. Et je vous l'annonçais en titre témoignage ce soir d'une personne vivant avec un handicap. Elle s'appelle Pharmafal et depuis ses 2 ans, elle vit avec un handicap. Malgré tout, elle s'active au quotidien pour subvenir à ses besoins et soutenir sa famille. Pharmafal est agent à la Sonaged dans cette journée mondiale des personnes à mobilité réduite. Eh bien, nous l'avons trouvée dans son lieu de travail, occasion saisie par nos reporters pour revenir sur son parcours, mais aussi son quotidien. Le reportage est signé à Buffet. Trouvée dans son lieu de travail, Pharmafal vit avec un handicap. Être une personne à mobilité réduite ne l'empêche pas de poursuivre ses activités au quotidien. J'ai eu la poliomyélite à l'âge de 2 ans. C'est ce qui est à l'origine de mon handicap. Mais grâce à Dieu, j'ai pu intégrer la Sonaged. C'est mon oncle qui m'a encouragé à le faire. Quand la direction de l'entreprise m'a contacté pour en savoir plus sur mon état de santé, j'ai pas hésité à parler de mon handicap. Par la suite, j'ai été acceptée. Aujourd'hui, elle s'active dans ce point de collecte et tient beaucoup à son nouveau métier. Mon handicap ne me pose aucun problème. Je me sens bien dans ma peau. Ça ne me dérange pas. Ça ne m'empêche pas aussi de faire mes activités. Avant de rejoindre cette entreprise, j'ai travaillé comme relais communautaire. Elle est souvent dominée par l'émotion à cause de son physique. La seule chose qui peut parfois me rendre triste, c'est parfois le regard de mes enfants. Un jour, j'étais accompagnée de mon fils. Nous étions en train de marcher quand soudain, il m'a demandé pourquoi je ne marche pas correctement comme les autres. Je lui ai dit que c'est Dieu qui a voulu que je sois ainsi et je le vis bien. C'est ainsi que j'ai su que c'était peut-être pas facile pour lui de me voir comme ça. Il a ensuite voulu savoir si c'était possible de le soigner. Je lui ai répondu que non. C'était vraiment trop dur à expliquer. Son souhait est d'avoir un contrat à la Sonaged. À l'UCG, les personnes à mobilité réduite sont bien traitées. Il n'y a aucune différence, vraiment. Je travaillais un peu loin de chez moi, mais maintenant je suis tout près. Je suis ici avec une collègue valide qui me soutient beaucoup aussi.
Tout ce que nous souhaitons actuellement, c'est d'avoir un bon contrat avec la SONAGED. Nous voulons juste être embauchés, comme ça nous pourrons bien nous occuper de nos familles. En cette journée mondiale dédiée aux personnes à mobilité réduite, Farma Fall, après son travail, va retrouver ses enfants pour passer du temps avec eux. Toutefois, elle compte faire de son mieux pour soutenir sa famille. Merci Habib Faye. La santé, toujours cette fois-ci avec cette campagne de lutte contre la filarose lymphatique. L'hôpital Ahmad Dansokho de Kédougou vient d'abriter un camp de chirurgie qui a réussi à soulager une trentaine de patients, des malades qui vivaient avec cette affection depuis bientôt une décennie. Ibrahim Diabakhate signe le compte rendu. Fatigue pose un véritable problème de santé publique dans la région de Kédougou. Pour endiguer ce mal, l'hôpital régional Ahmad Dansokho, en collaboration avec le ministère de la Santé publique, a abrité un camp de chirurgie pour soulager les patients atteints de cette maladie. Le contexte de cette maladie, c'est que le plus souvent, le malade peut rester 10 voire 15 ans avec sa maladie sans pour autant se faire soigner. Avec d'énormes considérations sociales, le malade est souvent stigmatisé, souvent il se cache, il n'est pas socialement accepté par la société. Et autant d'inconfort de vie qui fait que c'est des maladies stigmatisantes et très difficiles à supporter du point de vue social. Et nous, aujourd'hui, on leur apporte la solution à travers cet acte opératoire qui leur permet de retrouver une vie normale, décente. Au-delà de ces actions ponctuelles, l'objectif du ministère de la Santé est d'arriver à éradiquer cette maladie. Aujourd'hui, je peux vous affirmer que la Kédougou a parvenu au niveau des 3 districts à en tout cas donner des preuves scientifiques de l'arrêt de la transmission. Donc la transmission de la maladie s'est arrêtée au niveau de la région de Kédougou. Ce camp de chirurgie organisé en partenariat avec le ministère de la Santé à travers son programme national d'élimination de la filariose lymphatique et de l'onchocercose a réussi à soulager plus d'une trentaine de patients gratuitement atteints d'hydrocèle. Nous l'avons constaté parce que cette année, ils sont partis, qui nous ont appelés pour dire que nous sommes maintenant arrivés aux États-Unis par le canal du Nicaragua et nous avons démissionné du système. Et pour la plupart, ils ont été démotivés, ils ont été angoissés. La filariose lymphatique pose un véritable problème de santé publique dans la région de Kédougou. Pour endiguer ce mal, l'hôpital régional Ahmad Dansokho, en collaboration avec le ministère de la Santé publique, a abrité un camp de chirurgie pour soulager les patients atteints de cette maladie. Le contexte de cette maladie, c'est que le plus souvent, le malade peut rester 10 voire 15 ans avec sa maladie sans pour autant se faire soigner. Avec d'énormes considérations sociales, le malade est souvent stigmatisé, souvent il se cache, il n'est pas socialement accepté par la société. Et autant d'inconfort de vie qui fait que c'est des maladies stigmatisantes et très difficiles à supporter du point de vue social. Et nous, aujourd'hui, on leur apporte la solution à travers cet acte opératoire qui leur permet de retrouver une vie normale, décente. Au-delà de ces actions ponctuelles, l'objectif du ministère de la Santé est d'arriver à éradiquer cette maladie. Aujourd'hui, je peux vous affirmer que la Kédougou a parvenu au niveau des 3 districts à en tout cas donner des preuves scientifiques de l'arrêt de la transmission. Donc la transmission de la maladie s'est arrêtée au niveau de la région de Kédougou. Ce camp de chirurgie organisé en partenariat avec le ministère de la Santé à travers son programme national d'élimination de la filariose lymphatique et de l'onchocercose a réussi à soulager plus d'une trentaine de patients gratuitement atteints d'hydrocèle. Nous l'avons constaté parce que du
éducatif du Sénégal qui en a payé un lourd tribut. Beaucoup d'enseignants ont démissionné du système, préférant se rendre à l'étranger. Selon le syndicat autonome pour le développement de l'éducation et de la formation, le SADEF, affilié à la CNTS, c'est la résultante des lenteurs administratives qui plombent leur carrière. De l'avis de ces acteurs, l'État aurait dû réunir toutes les conditions afin de maintenir ce potentiel intellectuel. Nous écoutons tout de suite Mbaye Sarr, secrétaire général national du SADEF. Il s'exprime au micro de Ousmane Dem. Nous l'avons constaté parce que cette année, il y a beaucoup d'enseignants qui sont partis, qui nous ont appelés pour dire que nous sommes maintenant arrivés aux États-Unis par le canal du Nicaragua et nous avons démissionné du système. Et pour la plupart, ils ont été démotivés, ils ont été angoissés par des lenteurs administratives qui ont plombé leur carrière, au point qu'ils sont découragés, démotivés et ne voulaient plus. Et c'est pourquoi ils sont partis tenter l'immigration. Nous pensons que c'est dégradant et c'est grave, que l'État aurait dû mettre toutes les conditions qu'il faut pour maintenir ce potentiel intellectuel dans le système, parce que le système en a grandement besoin. Et c'est la raison pour laquelle nous, au SADEF, nous avons très tôt compris, en mettant en place un dispositif qui nous permet, nous, d'accompagner l'enseignant, de l'aider, de l'encadrer, en suivant au quotidien sa carrière, pour lui permettre d'être en classe et de suivre au quotidien sa carrière. C'est ce dispositif que nous avons mis en place, parce qu'au SADEF, nous prenons un syndicalisme de développement. Et c'est pourquoi la philosophie du SADEF, c'est le syndicalisme autrement et mieux. Ils vivent des traumatismes extraordinaires. Le voyage n'est pas de tout repos. Tu en reviens avec des traumatismes. Ceux qui sont là-bas, le gouvernement des îles Canaries m'a demandé depuis 3 ans d'aider les prestataires de services qui sont là-bas à des... Psychologue, deux petits soucis de technique, nous nous en excusons. Nous poursuivons ce journal avec l'immigration irrégulière, mais avec le psychologue clinicien en santé mentale, le professeur Serigne Mor Mbaye, qui alerte sur la nécessité d'une prise en charge mentale des jeunes victimes d'immigration clandestine et de leurs familles. Ils traversent selon lui des périodes très difficiles. Le nombre de décès dépasse, selon le psychologue clinicien, largement le naufrage du bateau Le Joola. Il prenait part à une journée de réflexion à Bargny, une ville touchée par ce phénomène, et déplore le mutisme des autorités face à cette situation catastrophique. Je vous propose de l'écouter. Ils vivent des traumatismes extraordinaires. Le voyage n'est pas de tout repos. Tu en reviens avec des traumatismes. Ceux qui sont là-bas, le gouvernement des îles Canaries m'a demandé depuis 3 ans d'aider les prestataires de services qui sont là-bas à des fins de comprendre les traumatismes culturels, parce qu'il y a un énoncé du traumatisme à forte connotation culturelle. Quelqu'un qui vous dit que c'est les rapes, les dîners, mais les Touaregs ne peuvent pas comprendre ça. Est-ce que vous comprenez? Donc il a fallu que je fasse beaucoup de formations à des fins qu'ils intègrent la dimension culturelle dans la prise en charge psychosociale. Ceux qui sont là, nous avons envie aussi de les aider. Ça veut dire de développer des programmes d'assistance psychosociale à des fins que ceux qui reviennent, qu'on puisse les aider à dépasser les traumatismes et à recomposer et à retisser les liens avec les familles. Les familles endeuillées ont besoin aussi de soutien. C'est pas une mince affaire que de perdre ses enfants. Quand je pense à Fassboy, qui a perdu 67 jeunes, comment une communauté humaine peut se reconstruire avec autant de situations de deuil et de traumatisme. Donc sur ce chapitre-là, nous avons des projets que nous voulons installer un peu partout sur les sites de départ à des fins d'aider ceux qui reviennent, mais d'aider les communautés aussi à dépasser ces traumatismes interminables. Et nous nous excusons encore une fois des petits soucis techniques qui sont intervenus et qui ont un petit peu perturbé le cours de cette édition. C'est aussi ça, les aléas du direct. Nous poursuivons ce journal avec cette fois-ci les éleveurs de Diourbel qui ont étalé ce samedi leurs difficultés lors d'une assemblée générale constitutive de l'association Dantal Gaïnabé. Venus des différentes localités du Bawol, ces éleveurs ont entre autres indexé l'absence de financement et de postes vétérinaires de proximité. Lors de cette assemblée générale, ils sont largement revenus sur les difficultés qu'ils rencontrent au quotidien. Babacar Diouf et Nongo Ndiaye pour le reportage. Les éleveurs contribuent fortement à l'économie du pays, mais leur secteur d'activité est constamment menacé. Le problème entre les éleveurs et les cultivateurs, c'est la principale cause
qu'on peut retenir ici dans le problème des éleveurs. Ils se disent injustement accusés. Ils dénoncent aussi le manque de considération dont ils sont victimes. On réclame les subventions. Par exemple, au mois de juillet, au mois de juin, les éleveurs ont beaucoup de problèmes sur l'aliment de bétail. Ça coûte cher. Un autre problème qu'ils ont mis sur la table, l'absence de services vétérinaires dans la campagne. Au niveau régional, on peut dire les éleveurs rencontrent plusieurs difficultés. Le président l'a bien cité. Par exemple, le problème des points, des postes de vétérinaires, parce qu'on peut dire ici, il n'y a qu'un commis qui a une représentation de postes de vétérinaires. Ça, ce sont des difficultés. Pour toutes ces raisons, les éleveurs de la région de Diourbel ont mis sur place une association dénommée Dantal Gaïna Bebawol pour mieux prendre en charge leurs problèmes. Allez, on s'intéresse à la politique à présent. Placer les conclusions des assises nationales au cœur de la présidentielle de 2024. C'est l'objectif d'une douzaine d'associations qui ont entamé une concertation pour une appropriation effective de ces travaux qui, je le rappelle, s'étaient tenus dans les années 2008-2009. Ces acteurs donc en conclave ont souhaité une appropriation effective de ces travaux par les acteurs politiques en compétition pour le 25 février prochain. Une conférence publique a réuni d'éminentes personnalités à cet effet. Le compte-rendu est signé Abdoulaye Cissé. Le processus de consultation, séminaire interne, puis conférence publique à l'intention des acteurs politiques et principalement les candidats déclarés à la présidentielle de février 2024 n'est pas pour refaire les larges concertations des assises nationales de 2008-2009. Tout au plus, dépoussiérer les conclusions des assises. Et cette fois-ci, les organisateurs ont un atout, savoir pourquoi cela n'a pas marché. Et pour ça, ils peuvent compter sur l'expérience d'une insider. Je salue qu'il y ait encore des intellectuels qui se battent, parce que je peux vous dire que dans nos partis politiques, nous constituons l'extrême minorité. Évidemment, nous faisons face à des masses qui sont préoccupées par d'autres questions qui n'ont rien à voir avec le bien-être de leur pays. Moi, je l'ai vécu. Ce qu'il nous faut définitivement régler, c'est la question de l'hyper-présidentialisme dans ce pays. Le président, est un représentant de Dieu sur terre. Les assises nationales, un livre qui n'est ni la Bible, ni le Coran, mais pour la présidente de séance, première femme procureure du Sénégal et juge à la retraite, il est une question fondamentale pour la restauration de l'état de droit tel que prévu par la charte des assises. Nous avons un problème sérieux. Il faut avoir le courage de dire les choses. Je fais aussi un rêve. Le rêve, c'est lequel? C'est que notre Sénégal soit vraiment un état de droit. Parce qu'on ne peut pas s'attribuer le titre d'état de droit si on ne répond pas à la définition de cet état de droit. Et qu'est-ce qu'exige un état de droit? Il exige de donner la primauté au droit et de respecter les décisions de justice. Tant qu'on ne le fait pas, on ne peut pas s'arroger le titre d'état de droit. Les assises nationales, c'était 35 commissions, 11 grandes thématiques dans ces recommandations, mais il est une question élémentaire qui n'aurait plus jamais dû se poser au Sénégal de l'après-assise nationale. Je pensais que dans un exercice comme celui-ci, notamment pour les questions d'en commun, quelqu'un aurait dit que 2024 soit la dernière élection où on parle de fichier électoral, où on parle de carte d'électeur, où on a des jeunes gens chez nous à qui on a mis ne peut pas voter et que ce soit un engagement de tout le monde pour dire c'est la dernière fois que ça arrive, ça me semble être important. À cette initiative, l'idée par le mouvement Demain Sénégal et qui comprend une dizaine d'autres associations, des candidats sont venus dire leur bonne disposition à faire voix aux conclusions des assises nationales. Ils sont tous de l'opposition. Certainement encore du chemin pour une plus large appropriation. Ces 12 années d'espoir qui sont tombées à l'eau avec
le régime du président Sall, un régime qui a échoué sur le plan économique et sur le plan de la gestion des aspirations de la jeunesse. C'est ça la conviction des cadres de Taxawu Sénégal de Khalifa Sall. Le CAPS, le cadre d'analyse, prospection et stratégique, estime que les populations ne se retrouvent plus et qu'il faut une véritable rupture en 2024. Le CAPS fêtait son premier anniversaire ce dimanche. Nous écoutons tout de suite Makod Dendiaye, coordonnateur des cadres. Il s'exprime avec Alassane Ba et Amadou Ba. A été lancé exactement il y a un an par le leader Khalifa Ababacar Sall, qui nous a assigné des missions très claires et parmi lesquelles la mission la plus fondamentale, c'est la mise en place de son projet de société, de son programme économique et social. L'espoir qui a été porté sur le régime il y a de cela plus de 10 ans, c'est un espoir qui s'est évanoui parce que au fil du temps, on a vu que toutes les promesses qui ont été faites au peuple sénégalais, notamment à la jeunesse, de trouver des emplois décents, durables, n'ont pas été tenues. Et aujourd'hui, nous savons que c'est cette même jeunesse qui prend les pirogues pour aller retrouver un espoir perdu. Et donc, nous pensons que le régime actuel a échoué sur le plan économique, sur le plan de la gestion des aspirations de la jeunesse et qu'il faut une véritable rupture, un homme de confiance, un homme crédible qui est en mesure de tenir les promesses. Et cet homme, ce n'est personne d'autre que le président Khalifa Ababacar Sall, qui, à travers sa gestion à la mairie de Dakar, a montré à suffisance que c'est un homme qui a de la vision. De la politique, nous passons à la culture avec ces 3 artistes africains qui s'unissent pour faire découvrir leurs travaux de nationalité sénégalaise, ivoirienne et mozambicaine. Ces artisans ont présenté des tableaux faits avec du collage et des meubles faits essentiellement avec des matériaux de récupération et notamment du fer forgé. Dissa Prera et Sangonemba, ils les ont rencontrés. Reportage. La casse et le recyclage d'objets inusités, ce sont là les spécialités de l'artiste. Après de 20 ans dans le monde artistique en général, Koizako a su se réinventer au fil des ans. Nous sommes là pour une découverte de mon travail. C'est un peu... Je suis dans le recyclage, la casse et je fais l'effort de transformer les objets, le matériau que d'autres personnes disent qu'ils n'ont plus besoin et dans les intérieurs. C'est pour ça qu'on est là. Aujourd'hui, cet artiste panafricain se découvre davantage, mais en compagnie d'autres artistes tels que Malotte qui nous vient du Mozambique. Je fais peinture et je fais un peu de récupération du tissu, que je fais un art mystique, je fais collage, en même temps je fais sim abstrait comme ça. Oui. L'inspiration c'est la gens, la vie, le monde, c'est toujours que tu sors, tu vois la personne, tu vois que chaque quelqu'un avec son différentes histoires de vie. Quand tu regardes quelqu'un qui passe à la route, beaucoup de personnes, quand tu regardes, chaque quelqu'un c'est son histoire de vie. So, quand je fais la peinture, je fais personne danser, je fais personne marcher, mais là-bas c'est la histoire de tout le monde. Non? Artistes et ou artisans, ils ne veulent pas s'enfermer dans un carcan. Dans le temps, j'étais homme de fashion show. J'ai été chorégraphe de mode et je travaille avec plusieurs stylistes qui sont bien connus, même Alfadi. Et le Covid a fait qu'on oublie d'avoir une autre tournure. Et pendant le Covid, je me suis permis d'apprendre la soudure. Parce que pour moi, le fer, c'est un matériel qui dure longtemps dans le temps. Ça, tout le monde le sait. Mais malheureusement, on sait que le fer, on en produit à chaque fois de nouveaux matériaux, mais il y a encore du fer qui est encore là. C'est pour ça que je me suis permis avec certains artisans et lancer CAS, Koi Artisan Studio. L'objectif de ces artistes est de marcher vers une galerie à Dakar. Et pas à pas, le souhait est en train de se réaliser.
Allez, on termine avec le sport et le coup de gueule des supporters de la Sonacos de Diourbel à travers un point de presse. Ils ont dénoncé la fermeture de tous les stades de la région, non sans dénoncer l'indifférence des autorités de la région et de la société face aux difficultés que rencontrent les acteurs du sport dans la région. Babacar Diouf est membre du comité des supporters de la Sonacos de Diourbel et il s'exprime au micro de Babacar Diouf. Lance un appel au ministre des Sports qu'il vienne ouvrir le stade Elimane Fall. L'équipe a besoin de cela. L'équipe a besoin d'une base affective. Toute équipe a besoin de cela. On n'a pas cela. Vous fermez le stade de Bambey, vous fermez le stade de Mbaké, le stade de Diourbel fermé, toute une région comme ça, tous les stades fermés comme ça. Mais non, on n'arrive pas à comprendre. Venez ouvrir les stades quand même. Sur le deuxième point, nos autorités là, qui sont là, 2 ministres de tutelle. Galoba, c'est un ministre de la République, c'est un ministre de la région. Fadjane, c'est un ministre de la région. Mais depuis l'année dernière, il n'y a aucun de ces ministres, il n'y a aucun de ces DG qui sont là. Le ministre Dame Diop, le DG Moustapha Gueye, le DG Soumaré, comment encore pas Modou Fall, il y a Sayer Diop, mais toutes les autorités, mais ils ignorent la jeunesse. On est à la 5e journée. Le dimanche prochain, Inch'Allah, on va jouer la 6e journée. La direction de la Sonacos, aucun sou, jusqu'à présent, au moment où je vous parle, ils nous ont aidés sur aucun sou. La direction de la Sonacos, c'est pas sérieux. Le DG, Modou Diagne Fada était venu là l'année dernière. Il nous avait promis que l'équipe aura un bus d'ici dans 2 semaines. Le bus va atterrir. Jusqu'à présent, on ne voit absolument rien du tout. Le DG actuel, Touré, Kibili Touré, je pense. Mais il faut nous édifier sur ce point. Et voilà qui met un terme à ce journal que je suis ravie de vous avoir présenté. L'actualité se poursuit sur toutes nos plateformes digitales. Excellente suite de programme en notre compagnie et bon début de semaine à toutes et à tous.